Nadia? Oui. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour l'organisation de ces 2 journées et pour l'invitation. Donc, en effet, je suis docteur en histoire de l'art, chercheur associé au laboratoire ITEM à l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Donc, j'ai soutenu ma thèse en 2012 sur le château d'Abadia pour faire écho à une réflexion de ce matin de Pascal Chastain. Donc, dans le cadre de cette thèse, bon, il y a un petit moment maintenant, j'ai étudié 18 000 copies-lettres. Alors, ça prend du temps, mais c'est faisable. Hein, voilà. Mais je compatis à sa douleur, sinon. Plus globalement, donc je travaille sur des... voilà, je suis spécialiste d'histoire de l'architecture et du patrimoine, et notamment des questions d'identité et d'altérité. Donc, dans l'architecture, villégiature également, et du patrimoine, au niveau à la fois national et international, avec l'un de mes sujets de prédilection qui est Viollet-le-Duc, par exemple, et puis au niveau local, bien entendu, local et international, j'ai envie de dire, puisque évidemment, je m'intéresse à l'architecture au Pays Basque et également dans la diaspora. Et donc, en 2016, j'avais organisé un colloque intitulé « Les arts et la diaspora basque » qui a eu lieu ici et au musée San Telmo à San Sébastien. Donc un colloque qui a été publié sous forme d'acte, pour l'instant épuisé, mais où voilà, nous avons pu compiler une quinzaine de contributions, voilà, dont certains auteurs sont ici présents, hein, Claude Méaz, Argitchou, Camus et Tchécopar, et bien sûr Oscar Alvarez-Strilla. Donc, où nous avons pu aborder ces questions de représentation de l'identité et de l'altérité, avec tous les stéréotypes aussi qui sont véhiculés, voilà, mais au sein des arts notamment, qui traduisent toute la complexité des immigrations basques, donc qui traduisent toute cette complexité au sein de l'expression artistique, matérielle, plastique. Alors, la communication que je vous propose aujourd'hui s'inscrit dans la continuité justement de ces travaux, et notamment donc des travaux que j'avais effectués sur les demeures d'émigrés basques de retour en Iparraldé plus particulièrement. Donc voilà, une réflexion que j'essaye d'approfondir et de dépasser. Donc l'attention... J'avais un téléphone. C'est pour le chronomètre. C'est mieux. Donc, la tension entre l'espace rêvé et la terre promise, hein, le sol que l'on quitte, que l'on fuit, est une manifestation sous-jacente aux situations migratoires qui n'échappe guère, bien sûr, à la diaspora basque. Les thèmes de la fuite et de l'exil et ce qu'ils impliquent de souffrance, notamment, sont d'ailleurs matérialisés depuis longtemps dans l'iconographie occidentale, avec pour figure de proue la chute du paradis originel subi par Adam et Ève, mythe pour les uns, croyance pour les autres, qui devient l'archétype fondateur de la notion de déracinement et de l'appel insatisfait du retour. Ce rapport entre le lieu d'origine et l'étranger est palpable au sein du patrimoine bâti basque, notamment en architecture domestique, où le balnéarisme, qui connaît son âge d'or sous le Second Empire et l'entre-deux-guerres, entraîne la construction de demeures cossues pour des commanditaires de toutes origines géographiques. Le richissime gisement de résidences de villégiature en Pays Basque Nord est dû à ces élites, tantôt internationales, tantôt locales, qui manifestent leur réussite à travers la pierre et des pratiques sociales nouvelles, telles que le tourisme et les loisirs. Parmi ces maîtres d'ouvrage, nombreux sont les ambassadeurs d'un phénomène touchant l'Europe entière, celui de l'émigration vers le Nouveau Monde, pour diverses raisons socio-économiques, politiques, personnelles également, hein, qui sont explorées notamment durant ces 2 jours.
Ces constructions résultent d'une complexe démarche de retour aux sources, parfois provisoire pour la pratique de la villégiature balnéaire, d'autres fois définitive, car la fortune acquise permet de revenir dans des conditions socio-économiques favorables et de se glorifier d'une ascension et d'un statut nouveau dans la société. Au demeurant, les émigrants basques de retour expriment de façon hétérogène leur vécu de l'ailleurs et leur double identité. Leur contribution au modelage du patrimoine bâti basque fait appel à des codes esthétiques hétérogènes qui révèlent chacun à leur façon le souvenir d'une expérience heureuse, le désir d'afficher leur succès ou la nécessité viscérale de renouer avec les racines. Donc, je vais procéder... cette communication se divise simplement en deux parties. Tout d'abord, la présentation du corpus richissime de ces villas et ensuite une analyse qui porte plutôt sur les processus de mise en patrimoine, enfin de patrimonialisation, plus exactement. Donc tout d'abord, une réflexion critique en préalable, c'est que le corpus que j'ai choisi, donc évidemment est une sélection qui privilégie les privilégiés, c'est-à-dire que évidemment ce sont des édifices qui sont remarquables, mais qui ne reflètent pas nécessairement la réalité de l'émigration dans toute sa complexité. Donc évidemment, voilà, moi, ce que j'avais appelé donc les retours triomphants, puisque donc là, on a affaire à une vision biaisée du phénomène du retour, voilà, qui ne correspond pas forcément à toute la réalité. Le corpus présenté porte sur le 19e et le début du 20e siècle, donc c'est-à-dire sur des périodes consécutives à d'importants mouvements migratoires, à commencer bien sûr par la Révolution de 1789. Évidemment, les édifices présentés, vous en connaîtrez évidemment, toujours un que je n'aurais pas cité forcément. Et donc, voilà, ils proviennent de milieux sociaux favorisés, d'élites anciennes ou bien renforcées ou encore nouvellement constituées au Nouveau Monde. Donc, en se concentrant sur les édifices remarquables, notoires par leur envergure, leur intérêt plastique et historique, ce corpus exclut tout un pan de l'histoire plus modeste. Il met fatalement de côté des édifices aux apparences ordinaires, mais qui sont tout autant porteurs de mémoire et contributeurs de l'histoire locale. Donc, en quelque sorte, ce corpus est la face émergée de l'iceberg, l'ambassadeur d'une réussite générale de la communauté basque à des degrés plus ou moins élevés. Voilà, donc ces villas cossues affichent au grand jour, aux yeux de la société internationale, le succès extraordinaire de certains, au détriment des réussites plus mesurées ou des échecs des autres. Alors tout d'abord, il y a un enseignement à tirer de ce corpus d'édifices, c'est l'hétérogénéité des styles, qui en réalité témoigne plutôt d'une histoire, d'une volonté de conformisme et d'apparat social. Donc l'une des principales règles de cette architecture, qui ici se déploie sur environ 150 ans, est principalement que du point de vue esthétique, précisément, il n'en existe pas. Les Américanoaques s'adaptent le plus souvent aux courants architecturaux de leur époque, dans cette démarche de conformisme et d'apparat social, dans le but de démontrer une distinction sociale et de se conformer au code de l'élite sociale, pas forcément au code de l'élite basque, mais au code de l'élite nationale et internationale. L'architecture des retours d'exil se caractérise donc fondamentalement par son éclectisme, qui résulte de l'amplitude chronologique dont elle émane, mais aussi des attendus des commanditaires, et puis bon, des différents éléments contextuels voilà, de cette histoire.
Et donc, cette diversité reflète toute la complexité, encore une fois, des émigrations basques, comme l'évoquait ce matin Oscar. Alors, parmi ces édifices, tout d'abord, il y a les édifices académiques, donc des demeures qui procèdent d'une architecture conventionnelle, normalisée, conditionnée par les doctrines de l'Académie des Beaux-Arts, dont l'art antique gréco-romain, je cite cet amour du vrai beau, représentait un modèle de perfection. Alors, quelques exemples, ici, le château Altia à Ustaritz. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire de chaque édifice. Hein, s'il y a des questions, voilà, c'est pour gagner un peu de temps aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, le château Altia à Ustaritz, le château Elorien-Borda ou Eloriaga à Cibourg, hein, qui a été détruit, qui était le château d'Arnaud d'Abadi d'Arast, le frère d'Antoine d'Abadi. On peut également penser à la Villa Pia, hein, qui a été restaurée par la famille Laharag, la Villa Mila Flores, donc il y a plusieurs noms, hein, à Biarritz, ou encore, alors elle n'est pas ici, je vous la montrerai après, la Villa Surbiac à Biarritz aussi, donc par Charles de Beistegui, qui a également fait construire, qui a fait remanier ce château ici à Montfort-l'Amaury, le château de Grousset, où est tournée une émission de télévision qui passe sur la 6, voilà, de temps en temps. Ensuite, se trouvent également donc d'autres émigrés de retour optent pour les partis pris plus originaux, voire contestataires, donc qui se démarquent de l'architecture officielle et qui sont révélateurs de l'éclectisme plébiscité par un pan de l'élite intellectuelle, surtout dans le second 19e siècle. Alors, par exemple, la villa Mauresque à Hendaye, hein, qui est remaniée par la famille Légas. Bon, bien sûr, le château d'Abadia, puisque là aussi, hein, comme à Arnaud d'Abadi, c'est une famille émigrée durant la Révolution française qui est de retour sous la Restauration. Le château Lota à Ustaritz, la Villa Enea à Cambo, donc l'hôtel de ville. Voilà encore le château Arquilla que je vous montrerai tout à l'heure, également à Ustaritz. Et puis, pour autant, les témoignages de voyageurs revenus se manifestent dans l'architecture vernaculaire dès le XVIIe siècle. Donc là, je sors un petit peu des limites chronologiques du corpus. Les premiers Américanoaques ayant pris part notamment à la conquête et aux missions d'évangélisation vers le Nouveau Monde, ornent leurs habitations de citations décoratives, souvent sculptées sur des linteaux, hein, ce qui est le cas de la maison Goritia à Inoa. Alors là, je cite ce qui est écrit, « Racheté par Marie de Goriti, mère de feu Jean d'Olagaray, des sommes par lui envoyées des Indes. » On retrouve bien sûr ces témoignages dans les domonymes. Voilà, on ne compte plus les Indiano Baita, etc., ou les références sémantiques aux Amériques parmi les noms des demeures de notables. Et puis un peu plus tard, donc il y a également, qui date du XVIIe siècle, mais qui est rachetée plus tard, donc cette ferme Yartzi Artea à Sarre, qui a été rachetée par le critique d'art Aurelio Arteta, exilé du franquisme en Iparraldé et au Mexique, voilà, et où se trouvent des fresques un peu plus tardives. Et donc on en arrive au mouvement régionaliste, parce que c'est au XXe siècle donc, que le style vernaculaire, source du régionalisme architectural, connaît un fulgurant renouveau. Une partie donc des émigrés de retour se l'approprie parce qu'ils représentent en apparence, du moins, et j'insiste bien sur cette notion des apparences, ils représentent une affirmation et une réminiscence de leur identité et de leurs racines, mais ils ne concèdent rien pour autant à leur mode de vie bourgeois, surtout durant l'entre-deux-guerres, hein, à l'apogée des mouvements de revendication identitaire. Il devient l'un de leurs courants de prédilection, mais ce n'est pas le seul.
il correspond moins finalement à la résurgence d'un style traditionnel archaïque, enfin, sans le côté péjoratif du terme. Donc, il correspond moins à la résurgence d'un style traditionnel archaïque qu'à sa réappropriation par les élites, y compris et surtout les élites non basques. Hein, c'est-à-dire qu'à travers ce style régionaliste, qui en réalité est un mouvement qui se développe dans toutes les régions françaises et même du monde occidental, c'est la vision pittoresque héritée du romantisme, hein, qui se déploie finalement davantage qu'une véritable quête identitaire. Donc, ce n'est pas parce qu'on est basque qu'à cette période, on va faire construire une maison néo-basque, néo-labourdine, là, en l'occurrence, et ce n'est pas parce qu'on a une maison néo-labourdine qu'on est basque. Voilà, hein, c'est vraiment un courant qui est à la mode, qu'on retrouve dans toutes les stations de villégiature, jusqu'en Argentine d'ailleurs, voilà, en Normandie, etc. Donc, quelques exemples ici qu'on connaît bien, évidemment, dans la région. Donc, la villa Charaleguinea à Guétari, par Charles-Hippolyte Lesca. La villa Arrigori aux Allées-Polmy, hein, à Bayonne. La villa Juliette à Cambo également. Ou encore, dans un autre style là, qui n'est pas néo-labourdin, la maison de Isidro de Monzón, donc l'architecte, hein, qui avait émigré aussi. Donc ça, c'est sa maison à Asquin, donc inspirée plutôt de la borde de montagne. Et puis, se trouve également parmi cette grande hétérogénéité de styles, le mouvement Art déco et un nouveau modèle régionaliste qui émerge également durant l'entre-deux-guerres. À l'esthétique vernaculaire réinterprétée répond donc ce style Art déco et l'évolution vers un nouveau modèle régionaliste où fleurissent des constructions inspirées de modèles ruraux hispaniques de type Hacienda, Casa Torre, qui sont exportés du Nouveau Monde, qui sont exportés vers le Nouveau Monde, pardon, lors de la conquête des Amériques et qui sont de retour sur le vieux continent à cette époque-là, comme pour matérialiser le souvenir de l'outre-Atlantique et en quelque sorte le rêve américain. Donc quelques exemples, la villa El Hogar à Biarritz, à Anglet, pardon, moi l'anglois en plus, à Anglet, construite pour François Vivant et Jeanne Etchepart par William Marcel, la villa Paz à Biarritz et la bien connue villa Leora, hein, à Cibourg, avec, bon alors on pourrait en montrer des images et des images, hein, avec son superbe point de vue sur Sokoa. Alors, dans leur éclatante diversité et leur prestance, ces édifices parsèment notre paysage urbain et rural. Ils constituent les marqueurs matériels et visibles de l'espace urbain en tant que lieu social, et sont vecteurs d'une historicité incontestable, en plus de leur grande valeur plastique. Pour autant, il n'existe pas véritablement à l'heure actuelle de conceptualisation du patrimoine bâti de la diaspora basque en tant que tel, sur le plan culturel comme officiel. Ces édifices bénéficient d'une reconnaissance par la société, où ils sont connus bien sûr, tout simplement, une reconnaissance qui s'exprime à diverses échelles. Mais la question est de se demander comment la société s'approprie ce patrimoine remarquable et surtout cette histoire donc, qui est extrêmement importante au sein de la communauté basque. Alors tout d'abord, évidemment, ces édifices sont, je le disais, reconnus pour leur valeur esthétique, pour leur envergure, pour leur intérêt général. Et donc, certains d'entre eux sont acquis par les institutions publiques ou par des organismes d'intérêt général, hein, ce qui permet de montrer qu'ils appartiennent à tous, hein, et de les conserver en quelque sorte. Et donc, ils accèdent de cette façon au statut de bien commun et également d'UNICOM, donc
d'édifices, d'exemplaires uniques, hein, si vous voulez, dans le patrimoine. Alors, il y a bien sûr l'exemple du château d'Abadia, que bon, j'imagine vous connaissez tous, mais aussi la villa donc, le château d'Abadia qui appartient à l'Académie des sciences, suite au legs d'Antoine d'Abadie. La villa Charaleguinéa, donc à Guétari, qui donc a partiellement été remaniée en musée, hein, le musée de Guétari. Donc le château d'Abadia, j'en ai beaucoup parlé évidemment pendant des années, donc là j'en montre beaucoup moins. Le château Lota qui accueille les locaux de l'Institut culturel basque. La villa, ah oui, alors la maison, non, alors là je me suis trompée d'ordre, je vous prie de m'excuser. Voilà, la villa El Hogar à Anglette qui accueille une partie culturelle et sportif de la ville d'Anglette. Bien sûr, on peut également citer la Villa Pia avec le lycée éponyme, le lycée privé éponyme. Quelques-uns de ces édifices font l'objet de mesures de protection patrimoniale ou on va dire, de reconnaissance patrimoniale avec le classement ou l'inscription au titre des monuments historiques et également par le biais de labellisation culturelle. Alors encore une fois, le château d'Abadia qui est classé intégralement au titre des monuments historiques, qui reçoit également le label Maison des Illustres. La villa Leyora qui elle-même également est classée monument historique. Le château Lota qui lui donc est inscrit depuis 2013. Et c'est également le cas de la maison Iartse Artea à Sarres, donc qui est inscrite partiellement pour l'intérêt de ces peintures. Quant à la villa El Hogar, elle a reçu le label Architecture contemporaine remarquable, hein, qui était l'ancien label Architecture du XXe siècle, Architecture remarquable du XXe siècle. Voilà, qui, bon, c'est certes qu'un label, donc un outil de communication hein, et de médiation aussi, mais qui peut être un premier pas vers une procédure de classement ou d'inscription. Mais force est de constater que sur l'ensemble du corpus étudié, bien d'autres édifices mériteraient hein, des mesures de protection et de reconnaissance, quelles qu'elles soient. Voilà, ce qui permettrait de leur donner davantage de notoriété au niveau social, au niveau de la société. En revanche, peu d'édifices de ce corpus ont conservé leur vocation domestique et leur statut privé, ce qui leur vaut d'être remaniés pour les besoins pragmatiques de la vie quotidienne et parfois remaniés à outrance. Alors bon, là, il y a, à ma connaissance, quand même peu d'interventions au château Arquilla à Ustaritz. Bon, la Villa Flores, donc je n'avais pas de photos récentes. Par contre, je peux vous montrer la Villa Surbiac. Voilà, donc à gauche, vous avez ce qu'il en reste. Et puis, donc à droite, voilà, l'édifice moderne hein, qui est venu la couvrir, hein, la recouvrir. Voilà. Et donc, évidemment, certaines ont disparu comme quasiment comme la Villa Surbiac, j'ai envie de vous dire, mais aussi comme le château et l'Orient-Borda hein, d'Arnaud d'Abadie d'Arrast, par exemple. Alors, tout ceci donc soulève, met en lumière les enjeux sociaux et les enjeux de muséification de ce patrimoine diasporique et pose la question de la transmission de l'histoire par le patrimoine matériel. Globalement, on constate que de nombreux édifices ont acquis des fonctions sociales essentielles, mais ce sont des fonctions qui sont liées à la vie et qui impliquent des remaniements, souvent au détriment de la valeur plastique des édifices, ce qui est dû notamment, pas seulement, hein, c'est bien plus complexe que ça, mais notamment au manque de protection patrimoniale officielle, parce que le processus de patrimonialisation implique toujours des échelles temporelles un peu longues, si vous voulez. Et certaines sont presque encore trop récentes hein, pour être considérées comme des éléments du patrimoine. Le processus de muséification à proprement parler
ne s'observe réellement que dans 2 constructions étudiées ici, le château d'Abadia et la Villa Leiora, donc 2 édifices, pardon, qui d'ailleurs sont protégés au titre des monuments historiques et sont ouverts à la visite au grand public, ce qui permet évidemment de transmettre l'histoire propre du monument. Donc elles permettent d'évoquer à la fois les enjeux en termes d'histoire de l'architecture et en termes d'histoire individuelle. Mais voilà, ce n'est pas forcément le cas évidemment de l'ensemble de ce patrimoine. Alors ce que je dis, il ne s'agit pas nécessairement de muséifier l'ensemble, évidemment, de ces villas. Ce sont des lieux de vie à part entière. Mais il faut trouver un équilibre entre 2 fonctions qui parfois sont contradictoires en un seul et même lieu. La transmission de la mémoire locale, de l'histoire propre des monuments, d'un côté, et les nouveaux usages de l'autre côté. Et puis cette étude soulève, met en valeur également des enjeux mémoriels, bien sûr, et culturels. Il apparaît que l'histoire de la diaspora basque fait partie intégrante de la mémoire récente locale. Ces marqueurs matériels sont patrimoine bâti en tant que tel. Mais les édifices, le patrimoine bâti lui-même n'est pas exhaustivement encore identifié et analysé. Donc, en plus des actions de conservation et de restauration, cela nécessite des actions de valorisation et de médiation afin de favoriser la transmission riche de la mémoire, de cette mémoire locale. Les dérives de la situation actuelle sont par exemple que les édifices acquis par les institutions sont occultés par leurs nouvelles fonctions. Les nouvelles fonctions font complètement oublier l'histoire originelle des monuments. Par exemple, à Anglet, quel enfant qui va fréquenter la Villa Elhogar, enfin le site d'Elhogar, a connaissance de la genèse et de l'immense valeur historique de cette villa. En réalité, voilà, pour les enfants d'Anglet, Elhogar, c'est un centre sportif. On va à la piscine et on va voilà, au mur à gauche et au gymnase. Évidemment, ça se pose dans le cas des autres également. Donc, les émigrés de retour se sont refondus dans la société de leurs origines, comme leurs maisons se sont fondues également dans le paysage urbain. Alors, en guise de conclusion, je regarde, ah oui, je suis désolée pour le temps. En guise de conclusion, eh bien, voilà, je dirais que c'est un patrimoine qui enrichit, donc que les émigrés de retour ont enrichi et influencé considérablement le patrimoine de la haute société locale. Il se présente à travers ces édifices et citadins de richesse comme un modèle d'ascension et d'insertion sociale. Donc qu'ils peuvent voilà, montrer au grand jour, et j'abrège. Le processus de patrimonialisation de ces demeures est donc encore en cours et à mon sens, il est important de susciter un peu, d'éveiller les consciences sur la valeur de ce patrimoine. Et donc je terminerai en disant que voilà, ce sont des demeures cossues, oniriques, qui offrent le luxe de l'infini des possibles, mais qui ne racontent pas la désillusion et la détresse de ceux qui ont échoué. Et elles ne relatent pas davantage la précarité extrême, la déchéance, le bonheur comblé ou les phénomènes d'acculturation et d'assimilation de ceux qui ne sont pas revenus. Voilà, je vous remercie.